mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Aïe, 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 attention, Philippe peut le pas rappeler. C'est fini. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce vélo podcast. Alors, jour de repos oblige, on va parler de Giro féminin, le Giro féminin qui s'est terminé ce dimanche évidemment. Guillaume, salut. Salut FP, salut à toutes et à tous. Alors je disais, le Giro féminin évidemment, alors on l'a pas oublié, on en a toujours parlé dans nos podcasts Tour de France la semaine dernière, Guillaume, on a toujours eu un petit mot, quelques minutes, mais là on va faire un gros débrief pour dire ce qui s'est passé allez, on est combien de temps maintenant? 3 semaines du Tour de France féminin. 2 semaines, à peine 2 semaines. 2 semaines oui, même. Ça commence... Ouais, 2 semaines déjà, oui. Bah oui, mais ça passe très... Oui c'est vrai, oui, parce que jour de repos, voilà, c'est vrai. Ça passe très très vite. Le Tour de France femmes qui va débuter dans le dernier week-end du Tour Homme, donc 2 semaines, même pas. On est à 10 jours à peine du départ de la grande boucle femme qui s'élance de Bretagne cette année jusqu'aux portes du soleil. Et ce Giro femmes a été très très sympathique à suivre. Vraiment, il y a eu du spectacle, du vrai beau vélo. C'était une très belle semaine de course. Il y a quelques enseignements à tirer en vue du Tour de France. Effectivement, alors je vais rappeler quand même le résultat principal avec au classement général la victoire de Elisa Longo Borghini devant Marlène Rüsser de la Movistar et Sarah Gigante d'AG Insurance Soudal Team. Globalement, Guillaume, si on doit faire un résumé de ce Giro féminin, une victoire, j'allais dire, pas surprise, mais on va dire que Marlène Rüsser avait tellement bien commencé qu'on se pensait qu'elle était vraiment sur une autoroute pour gagner ce Giro féminin. Ouais, Marlène Rüsser, ça fait 2 mois maintenant qu'elle marche un peu sur l'eau. Elle avait été battue par Demi Vollering au Tour d'Espagne au début du mois de mai. Et puis ensuite, Marlène Rüsser, qui est maintenant chez Movistar, on le rappelle, après être partie de la SD Works l'hiver dernier, elle avait enchaîné une victoire au Tour de Burgos, une victoire au Tour de Suisse, tout ça au mois de mai et au mois de juin, avec une victoire au chrono du championnat de Suisse à la fin du mois de juin. Donc elle est arrivée au départ du Tour d'Italie avec une pancarte quasiment de favori, même si Elisa Longo Borghini, c'était la tenante du titre, sa championne d'Italie en titre. Elle, Elisa Longo Borghini, elle avait fait l'impasse sur le Tour d'Espagne pour se préparer pour le Tour d'Italie. Et après le printemps de classique, elle était revenue sur les courses espagnoles en terminant d'ailleurs 2e du Tour de Burgos, derrière Marlène Rüsser pour reprendre la compétition avant les championnats d'Italie et le Tour d'Italie. Donc elle était en montée en puissance, et c'est vrai que Marlène Rüsser elle avait surpris tout le monde en remportant le chrono inaugural. Ça, c'était assez dingue, parce que dans les rues de Bergame, c'était 14 km, c'était tout plat, et Marlène Rüsser, elle avait devancé Lotte Kopecky de 12-13 secondes sur la ligne d'arrivée sur un exercice qui était clairement à l'avantage de la championne du monde de course en ligne, et qui est une vraie spécialiste aussi du contre-la-montre. Donc Marlène Rüsser, elle avait vraiment très bien commencé ce Giro. Et puis on a vu sur le dernier week-end, notamment sur l'étape du Monte Nerone le samedi, que la Suissesse, elle n'a pas tenu. Et on a su aussi qu'elle était malade. En interview après la dernière étape qui s'est terminée à Imola ce dimanche, la Suisse, elle a dit: j'ai même hésité à prendre le départ de la dernière étape ou des 2 dernières étapes, tellement j'étais malade, et je suis quand même allé au bout de moi-même. Et au final, elle n'échoue qu'à 18 secondes d'Elisa Longo Borghini, qui elle a été la plus régulière sur la semaine, 3e du contre-la-montre inaugural à Bergame, et qui n'est jamais sorti du top 3 sur ce Giro. Ouais, Elisa Longo Borghini, quand même, il faut le rappeler, 2e victoire sur le Giro féminin après l'an dernier. Ouais, 2e victoire de suite, et c'est le seul grand tour qu'elle a remporté. C'est une des meilleures coureuses du peloton, une des plus complètes, capable de gagner un Paris-Roubaix comme en 2022, capable de gagner 2 fois le Tour des Flandres l'année dernière et puis en 2015. Donc elle est... Et je dis pas qu'elle est dans la forme de sa vie, parce que ça fait depuis très longtemps qu'elle est en forme, depuis de nombreuses années, mais elle a fait le pari finalement de squeezer un petit peu le Tour d'Espagne après le printemps des classiques, où elle avait seulement remporté entre guillemets à travers la Flandre et la Flèche Brabançonne. Elle était passée un peu au travers de Liège-Bastogne-Liège en terminant 48e. La Flèche Wallonne, elle avait fait 3e, mais le Tour des Flandres, elle n'avait pas terminé le Tour des Flandres. Donc printemps des classiques qui avait été un
un peu compliqué pour elle. Elle avait fait l'impasse sur Paris-Roubaix en vue des Ardennaises et ensuite elle a coupé après les Ardennaises pour revenir. Et on sent que elle n'a pas été si aérienne que ça sur ce Tour d'Italie. Mais comme j'ai dit, c'était la plus régulière. Ça a été la meilleure sur une semaine. C'est ce qu'on demande sur une course par étape. Et elle monte en puissance en vue du Tour de France aussi. Contrairement à Marlène Reusser qui pour moi arrive un peu sur la jante à la fin du Tour d'Italie, sachant que maintenant on est là au moment où on parle, on est à 10 jours à peine du départ du Tour de France. Bon, il faut dire qu'il y a eu pas mal de personnes malades, hein. On en parlait tout à l'heure en off. Tu me parlais de Juliette Labousse aussi qui avait souffert de la maladie, hein, du côté des Françaises. On en parlera longuement tout à l'heure, mais voilà, comme quoi Marlène Reusser est pas la seule, hein, parmi les favorites aussi de ce Giro féminin à avoir souffert de la maladie. Sur Elisa Longo-Borghini, j'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus, Guillaume. Juste, quand on voit, en fait, pour toi, c'est quoi? C'est Marlène Reusser qui perd ce Giro ou c'est Elisa Longo-Borghini qui le gagne? Parce que c'est un peu toujours ce qu'on se dit, tu sais, quand on a une coureuse qui est malade, alors, elle dominait pas outrageusement ce Giro féminin, je veux dire, en termes du timing, il n'y avait pas 5 minutes d'avance. Mais malgré tout, voilà, ça a joué quand même sur ce week-end. Non, il y a toujours eu quelques secondes d'écart entre les deux, mais je dirais que Elisa Longo-Borghini est allée chercher le Giro parce que, en fait, tout s'est joué dans l'étape du Monte Nerone le samedi. Et Elisa Longo-Borghini, alors Monte Nerone, c'est un col italien. Je regarde le profil parce que je n'ai pas forcément tout en tête, mais c'est 15 bornes à 6,5% de moyenne. Et c'est pas dans la montée qui a fait la différence. C'est dans une descente à l'approche du Monte Nerone. On est à 25 km de l'arrivée. C'est un petit plateau et ensuite une descente technique. Et elle fait la différence avec Silvia Persico, son équipière à la Team UAE. Et elles partent. Il y a Yann Lippert qui est l'équipière de Marlène Reusser à la Movistar, mais qui elle se retrouve dans la roue. Et donc elle ne passe pas. Mais c'est très bizarre parce que la tactique de course des Movistar, elle a l'air aussi aiguisée chez les femmes que chez les hommes. Marlène Reusser se retrouve complètement décramponnée. Persico, Longo-Borghini et Lippert partent dans les 15 derniers kilomètres. Liane Lippert se met dans le rouge pour suivre. Elle est décramponnée avec le travail de 1, Silvia Persico et 2, ensuite Elisa Longo-Borghini qui s'échappe toute seule. Et Liane Lippert, tellement dans le rouge qu'elle se fait décramponner en mode « Ouais, c'est bon, je me relève, t'inquiète, je vais travailler ». Elle revient ensuite dans le peloton, il y a Marlène Reusser, et il y avait une cinquantaine de secondes derrière d'écart, sachant qu'au départ de cette étape-là, il y avait à peine une vingtaine de secondes entre les deux, entre Reusser et Longo-Borghini. Et ensuite, dans l'ascension du Monte Nerone, les Movistar n'ont jamais réussi à revenir sur Elisa Longo-Borghini, tellement que Marlène Reusser a à peine été capable de prendre le relais dans le groupe maillot rose pour tout simplement respecter son statut de maillot rose. Et elle a pris à peine le relais dans les 2 derniers kilomètres pour aller un peu sauver les apparences. Mais c'est d'ailleurs Sara Gigante qui est pour moi la révélation de ce Giro, qui ensuite allait gagner au sommet du Monte Nerone en sortant toute seule du groupe maillot rose, en revenant comme une balle sur Elisa Longo-Borghini et en déposant Longo-Borghini pour l'emporter en solitaire ensuite. Juste un mot, hein, tu parles de Liane Lippert, elle remporte notamment une étape, Liane Lippert. 2 étapes avec celle du dimanche. 2 étapes, pardon, oui, tout à fait, oui, celle du dimanche, oui, d'Imola, et j'ai la deuxième, c'est, oui, tout à fait, tu as raison, pardon, 2 étapes, excuse-moi, j'avais la 6e, j'avais la dernière en tête du coup, mais effectivement la 6e étape, donc 2 étapes pour Liane Lippert, qui et sa coéquipière justement, tu parlais de Gigante, Sara Gigante, donc 3e de ce Giro féminin, elle vient pas de nulle part, hein, non plus, attention, hein, parce que là on parle d'une cycliste quand même qui a fait des résultats, elle a gagné le Tour Down Under l'an passé, elle a fait 7e du Tour de France féminin l'an passé également, donc placée, elle a fait des petits résultats, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est peut-être la révélation, là c'est là où elle se révèle vraiment au grand jour et qu'elle côtoie les meilleurs, et elle peut avoir peut-être quelques regrets, non? Oui, parce que en fait, il faut savoir que dans la 5e étape, il y a une bordure initiée à 50 bornes de l'arrivée vers Monselice, la victoire d'étape, la 2e de Lorena Wiebes au sprint. Mais dans cette étape-là, Sara Gigante, elle perd du temps. Elle perd beaucoup de temps. Et elle perd le temps qui lui aurait permis de remporter tout simplement le Giro. Je crois qu'en tout et pour tout, elle perd 1 minute 42 exactement. Et tu vois l'écart au final de ce Giro, si je me remets dessus, il y a 1:11 pour Sara Gigante, 3e du Giro derrière Reusser et Longo-Borghini. Donc, elle avait la victoire du Giro dans les jambes. Elle remporte 2 victoires d'étape au sommet.
Elle remporte le classement de la montagne assez aisément. Et donc, elle est vraiment, pour moi, la révélation, la meilleure grimpeuse de ce Giro. Et vraiment la révélation parce que là, Sara Gigante à 24 ans, c'est une affirmation au très haut niveau, sachant qu'au départ de ce Giro, dans son équipe AG Insurance Soudal Team, il y avait ni Kim Lecourt qui a remporté Liège-Bastogne-Liège cette année et qui sera une des grandes leaders de l'équipe au Tour de France, ni Ashley Moolman, la sud-africaine. Bon, elle a 39 ans, Ashley Moolman, mais elle est aussi une des leaders de cette équipe-là. Ni Justine Guéquer, qui était meilleure grimpeuse du Tour de France l'année dernière. Donc, elle avait vraiment la liberté d'être leader de l'équipe sur ce Giro. Et elle est allée chercher cette 3e place, mais avec de gros regrets quand on repense à la bordure qu'elle a prise à la 5e étape. Ouais, et elle l'a bien rendu quand même à son équipe, il faut avouer quand même, Oui. franchement, quand tu vois aussi la performance qu'elle fait, 3e du Giro féminin, je pense que c'est positif pour la suite. Parlons un petit peu des autres coureuses qu'on connaît bien, Lorena Wiebes par exemple, Van der Breggen, Kopecky, faire un pêle-mêle un peu de tout ça. Lorena Wiebes fait plutôt un bon Giro féminin, 2 étapes si je me trompe pas, je recheck en même temps, Oui, c'est ça, 2 oui, étapes, 2 victoires d'étape, toujours impressionnant. Avec sprint, le maillot du classement par points. Voilà, effectivement, en plus. Mais je veux dire, au sprint, il n'y a pas photo quand tu es face à Lorena Wiebes, on est d'accord. Il y a elle et les autres, on l'a vu notamment sur l'étape de la bordure, justement, où elle est parfaitement emmenée par les SD Works qui travaillaient pour elle. Mais Marianne Vos était dans sa roue, elle a été incapable de remonter en puissance derrière Lorena Wiebes. Sur le sprint, aujourd'hui, il y a, je ne vais pas dire personne, mais il n'y a pas grand monde qui est capable d'aller la chercher. Elle a été sur les 2 arrivées au sprint, elle a été tout simplement abattable. Lorena Wiebes, voilà, c'est tout simplement la meilleure sprinteuse au monde. Et elle est plus qu'une sprinteuse aujourd'hui parce qu'on l'a vu beaucoup échapper aussi sur ce Tour d'Italie pour aller chercher des points justement pour son classement par points qu'elle a remporté. Lotte Kopecky, la SD Works, qui nous fait, qui a pas de bol, on va dire. Elle tombe sur plus fort à chaque fois. Marlene Reusser au chrono, notamment, si je me trompe pas. Elle fait aussi quelques petites places, 4e place notamment, mais Lotte Kopecky, qui abandonne à la 6e étape, je crois. Ouais, elle n'est pas allée au-delà. Lotte Kopecky, il y avait, il y a le Tour de France qui arrive aussi, donc il fallait gérer. Le dernier week-end n'était pas forcément pour elle. Et puis blessure diplomatique. Ouais, blessure diplomatique. Et puis Anna van der Breggen, je ne jouais pas la gagne non plus. Anna van der Breggen, sa leader d'équipe, elle termine 6e au général. Alors 2e de la dernière étape derrière Liane Lippert. Il va falloir m'expliquer vraiment les tactiques. On parle de Movistar, mais SD Works, ça a l'air assez fameux parce que Anna van der Breggen, donc à l'entrée du circuit d'Imola, à 2 bornes de l'arrivée de la dernière étape, elle s'échappe avec Liane Lippert et partent toutes les deux. Sauf que Anna van der Breggen fait un chrono toute seule, avec Lippert dans la roue. Elle l'emmène, poisson pilote parfaite, jusqu'aux 200-300 derniers mètres, où là, Lippert, qui est une très bonne sprinteuse, elle lance ce sprint et elle l'emporte. Bon, bref, pour revenir à Lotte Kopecky, Anna van der Breggen et les SD Works, elles n'ont pas été au rendez-vous. Et sincèrement, en vue du Tour de France, ça a l'air d'être un gros choc en vue parce que elle n'a pas montré une si belle jambe que ça quand même. Bon, on va terminer quand même ce podcast du Giro féminin, le débrief évidemment sur les Françaises et la FDJ Suez. Globalement décevante, on va pas se cacher parce qu'on attendait mieux quand on a la start list de base, notamment chez Juliette Labousse. Alors Juliette Labousse, évidemment, on en parlait tout à l'heure, elle était malade, ce que tu disais. Donc on a dû passer le leadership à Evita Music. Mais malgré tout, du côté de la FDJ Suez, je regardais un petit peu aussi, là je faisais le tour des classements, c'était pas terrible quand même de leur part, et elles ont pas bien géré les coups, j'ai l'impression. Oui, alors ça a été compliqué, alors c'est une info, le fait qu'elle soit malade, c'est une info que j'ai vue auprès d'Étienne Gourceau, tout simplement. Je vais rendre la source à Étienne Gourceau, mais Labousse... Elle est pas à sa place sur ce Tour d'Italie. Je regarde le classement final de Juliette. Ouais, c'est 29e du général final à 29 minutes au final. Et c'est Evita Music qui est la mieux classée. Voilà, c'est ça. Et Evita Music c'est Evita Music qui est maintenant 13e. Termine très très bien ce Giro, justement. Elle n'avait pas très bien démarré, mais elle l'a très bien terminé avec un top 10 au Montenerone, une 5e place à Imola à la dernière étape. Et elle est montée en puissance tout simplement pendant ce Giro. Elle termine 13e du général à 8,27. Donc voilà, et puis c'est compliqué pour Juliette Labousse parce que c'était l'occasion pour elle de s'affirmer comme une véritable leader en l'absence de Demi Vollering sur un grand tour. Elle va revenir à un statut de lieutenant pour le Tour de France. Ça avait tout pour Demi Vollering, logique.
Mais c'est dommage parce que voilà, elle avait l'occasion de briller, l'occasion vraiment d'avoir toute l'équipe à son aise pour ce Tour d'Italie. Au final, c'est Vita Music qui est monté en puissance, qui a eu sa meilleure carte, mais une équipe FDJ Suez, je veux quand même le dire, qui a quand même été offensive, qui a été très souvent dans les coups, avec Léa Curigné qui termine 3e au final du classement de la montagne, Loussa de Guest qui a été pas mal dans les échappées, Églantine Rayet aussi, Célia Géry, il y avait aussi Alessia Vigiglia qui était dans l'équipe. Elles ont toutes été offensives pendant ce Tour d'Italie. Il n'y a pas eu forcément le général, mais derrière, elles ont quand même montré le maillot. Et puis, un petit mot quand même pour Dilixine Miermont, quand même, de Ceratizit. Qui a fait 2e, qui échoue face à Anna Henderson de Lidl Trek. C'est la 2e étape qui arrivait à Aprica. C'est comme on dit, j'allais dire l'occasion d'une vie, c'est un peu exagéré, mais souvent c'est des frustrations quand même que tu as assez longtemps parce que voilà, c'est une étape de grand tour, on va dire, chez les femmes comme chez les hommes. Et comme on dit, faut gagner. Quoi. C'est officiel, je déteste Anna Henderson. Du coup, non, mais elle a très bien couru et puis. Dilixine Miermont, en fait, elle était déjà très contente d'être là, j'avais l'impression, alors que derrière, il y avait le peloton des favorites quand même. Elle s'est échappée toutes les deux dans la montée vers Aprica, la 2e étape. Et puis, elle s'est fait battre au sprint, Dilixine Miermont, par Anna Henderson. Oui, c'est un peu l'occasion d'une vie, mais clairement, c'est un peu ça, quoi. Donc, elle termine 2e de cette 2e étape. Derrière, elle termine pas le Giro, puisqu'elle prend pas le départ de l'avant-dernière étape au Montenerone. Elle était top 20 jusqu'à la fin de la 5e étape. À la 6e étape, elle a pris un éclat. Donc non, mais voilà, si vous la connaissez pas, c'est une Française qui a 25 ans, qui est arrivée l'hiver dernier chez Ceratizit en provenance de Saint-Michel-Mavic au Aubert 93. Cette année, elle prend la 7e place du Tour de Norvège, elle fait 10e du Tour du Pays Basque. C'est une des révélations françaises avec cette 2e place, bonne grimpeuse, et c'est prometteur pour la suite. Ceratizit, c'est l'équipe qui avait révélé Cédric Kerbaol. Tout à fait, effectivement, qui a toujours le nez creux pour trouver les futures pépites françaises, donc on peut leur faire confiance, effectivement. Bon, Guillaume, je pense qu'on a tout dit sur ce Giro féminin. Oui, on a tout dit. Après, en vue du Tour de France, il y a des filles qu'on va suivre de près. Je parlais de la montée en puissance d'Elisa Longo-Borghini. Chez Phoenix de Koninck, la 4e, Paulina Rojakers, qui est tout simplement la 3e du dernier Tour de France. Elle termine 4e du Giro. Elle a aussi montré qu'elle était assez en jambes. Antonia Niedermayer, elle a pris le lead de la Canyon SRAM, 5e, en l'absence de Kasia Niewiadoma, qui elle avait fait l'impasse sur ce Giro. Derrière, Ouska Zirgaart qui termine 9e du général, équipière de Sarah Gigante, et on a vu Tadej Pogacar qui regardait quand même les résultats de sa compagne. Donc non, par contre, Giro très intéressant, très très sympa à suivre. Et c'est une très bonne nouvelle que ce Giro bouge du début juillet. C'était en même temps que le Tour de France, que la première semaine du Tour de France jusque-là. Donc tant mieux, et vivement le Tour de France Femmes, parce qu'elles vont nous régaler. Ouais, et puis effectivement, je pense aussi que c'est une très bonne nouvelle pour le cyclisme féminin qui se développe bien, qui a maintenant quasiment toutes ses classiques comme les hommes, les plus grandes courses du monde. Il manque le Tour de Lombardie. Et qui doit aussi promouvoir, effectivement, mais ça arrive. Chaque jour en son temps, Guillaume. À un moment, on n'avait même pas Paris-Roubaix. Non, mais c'est vrai, mais ça va arriver. Tour de Lombardie, ça va arriver. C'était une grande réussite. Milan-San Remo cette année. Donc Tour de Lombardie, wait and see. Et pour aller du coup plus loin, je disais que les grands tours soient bien promus aussi comme les hommes, tu vois. Donc c'est vrai que c'est intéressant de savoir aussi se placer pour correspondre et puis pour attirer un autre public, parce qu'on sait bien sûr qu'au niveau audience, par exemple, c'est d'ailleurs prouvé plusieurs fois, les femmes attirent autant, voire même parfois plus que les hommes. Donc ça, c'est toujours intéressant à suivre. Mais on aura l'occasion d'en reparler d'ici la fin de l'année, je pense bien, dans Vélo Podcast. Oui. Bon, Guillaume, maintenant on va remettre notre casque peut-être de Tour de France homme cette fois-ci, avec demain, donc l'étape, donc mercredi. On parlera de ça évidemment demain soir. Oui, l'étape de Toulouse avec un petit mur dans le final, ça va être sympathique. Et la deuxième semaine qui commence, Tour de France, qui va nous réserver encore un beau spectacle. Et puis il y aura encore du Tour de France Femmes avant le Tour de France Femmes. Une grosse surprise, en tout cas une grosse interview qu'on vous réserve dans les prochains jours. Alors, une grosse surprise pour ceux qui écoutent le podcast, je suis pas sûr qu'ils soient surpris, mais bon, on en parlera évidemment. Oui, en effet, c'est vrai que je le vends comme ça, une grosse interview, on va le dire comme ça. Voilà, une grosse interview, mais je pense que on a donné pas mal d'indices et je pense que vous savez très bien qui va venir. Un ami de Vélo Podcast, sans trahir de secret évidemment, mais voilà, vous avez déjà eu plusieurs interviews de cette personne qui nous laisse toujours beaucoup de temps, et je tiens à la remercier d'ailleurs parce que au passage, on a beaucoup de gens qui viennent dans Vélo Podcast, etc. Et beaucoup de gens d'ailleurs qui aiment revenir également. Mais ça fait partie de cette personne-là notamment. Vous verrez dans quelques jours
jours des gens qui prennent beaucoup de temps à chaque fois en interview avec nous et on le remercie énormément. Donc voilà, moi je tiens à le dire aussi quand même, on lui dira en face. Et vous Oui, parce qu'il y a l'entendrez. des emplois du temps qui sont Voilà, très chargés exactement. parfois et ils savent se dégager du temps. Exactement, cette personne-là notamment. Donc on en parlera plus tard. N'oubliez pas aussi de mettre 5 étoiles si vous avez aimé ce podcast ou les prochains également qui arrivent. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Podcast Addict. N'hésitez pas toujours à commenter. Nous on regarde ça attentivement. Parfois on vous répond même. Enfin c'est Guillaume qui vous répond même particulièrement. Donc voilà, comme ça vous savez m'arrive. comment ça se passe. ça arrive, oui. Et puis voilà, donc n'hésitez pas toujours à nous suivre. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux. Merci Guillaume. Si tu as un chiffre à nous donner peut-être pour les podcasts du Tour de France là depuis le début, on est à combien? On est à plus de 1000 auditeurs par jour. Voilà. Donc merci beaucoup, vraiment un grand, Donc c'est top. grand merci. Franchement, c'est top. Merci C'est beaucoup. top. Et puis comme chaque année, vous nous suivez énormément pendant le Tour de France, on le comprend. Mais Vélo Podcast, c'est toute l'année, évidemment. Donc il faut toujours nous suivre pour suivre l'actu vélo, pour suivre les débriefs de course. N'hésitez pas. Allez, c'est dans Vélo Podcast. Ciao à tous. Ciao, ciao.